Alors heureux de voir que vous êtes toujours parmi nous. Donc alors avant de commencer cette prochaine conférence, j'aimerais vous rappeler de mettre vos téléphones sous silencieux afin de ne pas déranger nos intervenants. Et puis c'est tout je pense, hein. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la conférence suivante de la convention Genetsu. Il s'agit donc de la production d'anime. Et pour animer cette présentation, j'ai l'honneur de recevoir donc Monsieur Yoka the King, président de l'association Genetsu. En gros, mon patron. Et oui, je dis Genetsu, c'est le nom de la convention, excuse-moi, de l'association Nijikai, ainsi que éminemment, contributeur du site Sakugaboru, si je me trompe pas. Sakuga Taizen. C'est Sakuga Taizen, d'accord, excuse-moi, je me trompe. Imageboard, on a tendance un peu à confondre. Ainsi que Olivier Fallet, donc, qui travaille pour Crunchyroll. Et si je me trompe pas, vous êtes, ou tu es plutôt directeur. Je travaille pour Crunchyroll France, mais je suis aussi là parce que j'ai été pendant longtemps rédacteur en chef d'Animeland, magazine sur l'animation, et je côtoie tout ce milieu depuis un certain nombre d'années. On ne dira pas le nombre parce que ça fait beaucoup. Très bien. Alors, un petit rappel pour les gens qui nous rejoignent sur le thème de la conférence. Alors, je me permets de faire une petite introduction, hein, parce que je vous avoue que, enfin, le monde d'animation, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Déjà, ne serait-ce que par le vocabulaire. Et puis les postes occupés par les gens qui travaillent dans ce domaine. Je veux dire, entre un line producer, un producteur, un directeur de studio, j'ai déjà du mal à m'y retrouver. Mais ce qui est marrant, c'est que ce monde est à la fois compliqué, mais c'est un monde qu'on côtoie depuis si longtemps qu'au final, le public commence de plus en plus à s'intéresser à cet univers et à savoir comment il fonctionne. Je vais prendre pour exemple dans le... excusez-moi, hein, Keul. Est-ce que tu pourrais augmenter légèrement le son du micro, s'il te plaît? Merci. C'est bon? Est-ce que ça passe mieux, au fond? C'est parfait. Donc alors, je reprends là où j'en étais. Donc je disais que, en fait, comme le manga, en Europe, du moins, arrive à une certaine maturité, le public commence de plus en plus à s'intéresser, en fait, au fonctionnement de cet univers. On l'a déjà vu avec, tout simplement, le monde du manga, avec Bakuman, qui est édité chez Kana et qui, à présent, est terminé. Et ça tombe bien, cette saison, nous avons un anime qui plaît à énormément de personnes ici, je crois, du moins au sein de l'association, qui s'appelle Shirobako, et qui est chez ADN en simulcast français. Par contre, il est chez Crunchyroll aux États-Unis. Oui, alors uniquement aux États-Unis. Hein. C'est ça. Voilà, très bien. Bon, ben écoutez, je crois que c'est tout pour ma part. Je vous souhaite à tous les deux une très bonne conférence, et à tout à l'heure. Merci. On va pouvoir passer tout de suite à la première partie. Voilà, alors avant de faire un petit peu le point de la situation, de vous expliquer comment se produit une série d'animation au Japon et quel est l'état un petit peu de la production animée aujourd'hui, puisque c'est là-dessus qu'on veut vous emmener sur cette conférence. On peut pas commencer cette conférence sans refaire un bref historique de l'histoire de l'animation japonaise. Alors je vous rassure, on va aller assez vite sur cette partie parce qu'à elle seule, elle mériterait une conférence de 2 heures. Mais on va commencer quand même par un petit historique, histoire de se remettre un peu les bases, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Alors au début, donc ce qu'on appelle le début en fait c'est avant 1963, on va vous expliquer juste après pourquoi. Le cinéma, c'était pas pensé pour une diffusion télé, ne serait-ce parce qu'il n'y avait pas énormément de télé, ça coûtait encore cher et du coup c'était prévu vraiment pour la diffusion cinématographique. Et au début, comme beaucoup de choses, on a eu des œuvres assez marquantes, dont Momotaro, le divin soldat de la mer, qui est assez particulier parce que ça a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'était donc prévu à l'époque pour être une œuvre de propagande pro-japonaise, anti-américaine. C'est bien, on montre ça à des enfants, comme ça ils sont déjà dans la bonne mentalité. Et après, il y a eu des petits peu d'évolution, la guerre s'est terminée, on a pu passer. Et après la guerre, ce qui a vraiment été privilégié pour tout ce qui concerne l'animation japonaise, c'est soit des œuvres purement originales, soit des œuvres inspirées de grands contes, de grands récits, comme par exemple le Serpent Blanc, qui a marqué en fait un point dans l'animation japonaise, parce que c'est le tout premier film d'animation japonaise entièrement colorisé. Oui, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'après la guerre, le Japon se reconstruit et on commence à voir arriver l'idée de divertissement, parce que c'est quelque chose qui avait un peu disparu pendant toutes ces années, et le cinéma fait partie de ça.
le cinéma, il est surtout en prise de vue réelle à cette époque-là, avec quelques grands studios. Et l'animation, c'est quelque chose qui est inaccessible à ce moment-là au Japon. Mais les Japonais entendent parler de ce qui se fait malgré tout à l'étranger. Disney, alors les films de Disney, je ne crois pas qu'ils sortent déjà à cette époque-là au Japon. À l'époque, ils n'étaient pas encore au Japon. Voilà, mais en tout cas, ils savent que ça existe. Et le projet du Serpent Blanc, il est clairement dans l'idée de s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis et de produire eux-mêmes un premier long métrage d'animation en couleur. Donc voilà, 1958, c'est la date de ce film qu'on peut d'ailleurs trouver en France. C'est toujours intéressant de voir à quoi ça ressemble. Et comme tu le disais, on est dans quelque chose de très familial, basé sur une légende asiatique, avec des chansons, puisque là aussi, ils tentaient un petit peu d'imiter, de copier le modèle de film Disney. Allez, les insert songs, c'est pas quelque chose de récent. Hein. Déjà dès 1958, il y en avait déjà dans l'animation japonaise. Et on vous le disait, donc la date clé à retenir et qui va vraiment lancer toute l'industrie de l'animation au Japon, c'est 1963. On peut même être plus précis, le 1er janvier 1963. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là? C'est tout simplement la date de diffusion à la télévision du premier épisode d'une série qui va révolutionner l'animation, pour le peu qui existait à l'époque. Tetsuwan Atom, le titre japonais, on le connaît en France sous le nom de Astro Boy ou Astro le petit robot. La télévision diffuse ce premier épisode. Alors pourquoi ça va tout changer? Parce que, on vous le disait, avant 1963, la seule forme d'animation qui existait au Japon, c'était soit quelques courts-métrages, soit des longs-métrages, puisque après le Serpent Blanc, il y a eu encore quelques autres projets qui se sont montés. Mais arriver à la télévision, c'est quelque chose qui paraît complètement impossible à cette époque-là, parce que pour faire un long métrage, pour faire un film qui durait à peine plus d'1 heure, le seul studio qui existait, qui était le studio Toei Animation, il fallait plusieurs années pour arriver à faire ça. Voilà, on est vraiment là aussi comme sur le modèle de ce qui se faisait aux États-Unis, ou même d'ailleurs en France, où les premiers longs métrages commençaient aussi à se produire. Voilà, c'est des projets de longue haleine, il faut beaucoup de monde, et pour produire de l'animation, je pense que tout le monde ici sait comment on fait de l'animation. Il s'agit d'animer des personnages image par image. On vous l'expliquera d'ailleurs un peu plus en détail, puisque l'animation japonaise fonctionne à cette époque-là comme toute forme d'animation, en tout cas de dessin animé. Et voilà, donc pour faire 1 heure d'animation, donc un film, c'est 3 à 5 ans, dans le meilleur des cas. Et le défi que représente la série d'Astro le petit robot, c'est d'arriver à proposer un épisode par semaine, un épisode qui dure à peu près entre 20 et 26 minutes, c'était même plutôt 26 minutes à cette époque-là. Donc vous imaginez bien que pour produire 26 minutes, c'est-à-dire presque, j'ai envie de dire, un tiers, voire la moitié d'un film qui met 3 ans, il va falloir trouver des solutions. Et enfin, il y a 2 possibilités. Soit on a une armée de gens qui vont dessiner comme des fous pour faire ces 26 minutes par semaine. Mais c'est quelque chose qui du coup coûte très très cher. On peut pas employer comme ça une armée de gens toutes les semaines pour faire des épisodes de 26 minutes où ça trouverait complètement le budget. Voilà. Et l'autre solution, ça va être de réduire les coûts de production de cette animation. Donc le défi que relève cette série d'Astro, c'est quand même d'employer beaucoup de gens et de monter des équipes qui vont quand même travailler sur ces épisodes, malgré tout, de jeter les bases d'une production, on va dire, industrialisée, puisque jusqu'à présent, la production d'animation autour de films, c'est quelque chose qui est plutôt artisanal et qui prend le temps d'être fait. Donc là, ils vont mettre en place des processus pour monter des équipes qui vont travailler chacune sur un épisode. Et puis surtout, ils vont réduire la qualité de l'animation, essayer de descendre le plus bas possible. Alors, ça a l'air d'être très négatif comme ça, et c'est vrai que ça va aussi contribuer à générer cette image qu'a l'animation japonaise d'une animation limitée, très sommaire, mais c'est grâce à ça aussi que ce défi va être possible. Par exemple, l'animation de cinéma, c'est 24 images par seconde. Donc pour réaliser en animation un mouvement le plus fluide possible, il faut dessiner 24 dessins différents quand on veut animer un personnage ou un élément qui bouge dans l'image. Donc, mais quand... à l'époque, les gens qui travaillent sur ces techniques vont se dire, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en faire 24? Si on en faisait par exemple moitié moins, si on n'en faisait que 12, c'est-à-dire qu'on en fait 12 et puis on le filme 2 fois,
finalement on ferait déjà l'économie de la moitié des dessins. Ça divise par 2 le nombre de dessins, c'est énorme. Mais on peut peut-être aller plus loin, ils vont se dire, et si on en faisait que 8, c'est-à-dire le même dessin, on va le filmer 3 fois de suite. Alors certes, ça va être un petit peu moins fluide qu'une animation de cinéma, mais même si c'est un petit peu saccadé, malgré tout, ça passe très bien. Et puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on destine ça à la télévision. La définition de la télévision, on n'est pas sur la HD qu'on connaît aujourd'hui, on est sur un tout petit écran cathodique. Les premières séries d'animation sont même en noir et blanc, donc on peut se permettre de faire cette économie. On diffuse pas c'est pas le cinéma qui passe sur un grand écran. Voilà. Et parfois, on va même descendre encore plus bas sur certaines scènes d'animation. Et puis surtout, ils vont mettre en place plein de petites techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui. Par exemple, quand le personnage y parle, finalement, on peut très bien animer que la bouche. On va faire ouvert, fermé, et puis en arrière-plan, le visage, c'est un gros plan, on le touche pas. Donc évidemment, ça prend beaucoup moins de temps d'animer juste une bouche qui fait clac, 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 que d'animer tout un visage qui bouge pendant qu'il parle. Ils vont trouver aussi encore des trucs qui sont toujours destinés au départ pour ne faire le moins d'animation possible, puisque l'animation, c'est ce qui coûte le plus cher. Par exemple, filmer le personnage de dos. Ça paraît bête, mais s'il est de dos, si vous avez une caméra qui le filme un peu en contre-plongée, finalement, vous l'entendez parler, mais vous n'avez pas besoin de l'animer. Voilà. Donc, toutes ces bases-là, elles vont être imaginées par les animateurs de l'époque, qui vont trouver les idées les plus saugrenues pour essayer, dans le but premier, de faire baisser le nombre de dessins à faire. Mais ça va aussi donner des choses de génial, puisque ça va aussi pousser les réalisateurs à trouver des idées de mise en scène pour que ça ne se voit pas à l'écran, que ça ait l'air normal et qu'on ne s'arrête pas sur l'animation qui est finalement la chose qui va pêcher le plus dans les dessins animés japonais. Donc c'est aussi là que vont émerger des œuvres qui finalement, quand on le regarde aujourd'hui, sont pas très bien animées, mais voilà, par des effets de mise en scène ou en se rattrapant sur le côté dramatique, sur l'histoire, sur le jeu des comédiens, sur la musique, qui sont beaucoup moins chers à produire que de l'animation, eh bien, ils vont arriver à tenir ce défi, à proposer des séries en produisant 20 à 25 minutes d'animation par semaine. Du coup, Astro Boy, ça a ouvert en quelque sorte la voie à d'autres animes, et il y a des gens qui se sont dit, tiens, et si moi j'utilisais ça aussi pour me faire mon propre anime, si je reprenais ce principe-là, justement, si je trichais moi aussi quelque part pour pouvoir sortir un épisode chaque semaine. Et il y a des gens qui se sont dit, on va faire ça, et donc pour faire ça, il faut quand même un minimum de sous. Et donc il y a des gens qui ont dû mettre des thunes là-dedans en se disant, ça va marcher. Et en fait, il y a eu une très grosse variété au niveau des sponsors, au niveau des gens qui vont financer ces animes, avec une évolution. Globalement, tous les 10 ans, on a quelque chose, une sorte de renouvellement. Alors, ça veut pas dire que les anciens vont disparaître, ça veut dire qu'on a d'autres qui deviennent plus majoritaires. Donc, on a vraiment eu, dans les années 60, 70, c'était vraiment les chaînes télé qui, très très majoritairement, mettaient les sous pour que l'anime soit diffusé sur leur chaîne. Alors oui, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au départ, donc après 1963, il y a assez peu de studios en fait aussi qui existent. Et c'est globalement tout. Alors en fait, Toei pas tout à fait dès le départ, parce que le premier à se lancer avec la série d'Astro Boy, c'est Osamu Tezuka, le créateur du manga, et qui va lui-même décider d'adapter sa série à la télévision. Donc lui, il crée tout de suite son studio qui s'appelle Mushi Productions. C'est le premier studio à travailler sur une série télévisée. Toei, qui était effectivement historiquement le premier studio d'animation et le plus gros, prend tout de suite le virage et sent venir l'importance de l'animation à la télévision et crée un département animation. Mais voilà, il va y en avoir ensuite 2 ou 3 autres qui vont se créer. Je crois qu'il y a le studio Aiken qui existe plus ou moins aujourd'hui. Mais effectivement, les débuts de l'animation, on va dire sur le milieu des années 60 jusqu'au début des années 70, ça tourne avec quelques studios. Et finalement, le financement, parce que malgré tout, même si on a dit qu'ils allaient réduire le coût de l'animation et trouver tout un tas de techniques, ça coûte quand même encore très très cher à produire pour l'époque. C'est pas donné, même à l'heure actuelle, ça reste très cher de faire un animon. Voilà, donc effectivement, le financement, il arrive d'abord des chaînes qui... parce que dès le départ, ces séries rencontrent des succès d'audience, donc les chaînes veulent, toutes les chaînes japonaises, et elles sont nombreuses déjà à cette époque-là, il y en a plus qu'en France,
elles veulent avoir des dessins animés, donc elles passent commande auprès de ces studios, et elles sont les premières à financer les séries d'animation au Japon. Ensuite, à partir des années 1980, on va avoir un nouveau changement parce qu'en fait, toutes les maisons d'édition manga vont se dire « Mais attendez, ça, il y a du public à la télé, pourquoi est-ce que nous, on n'utiliserait pas ça pour promouvoir nos mangas, pour promouvoir ce qu'on fait ?» Je veux dire, ça fait du public sans trop de difficultés. Et ils vont s'engager sur ce créneau-là. Toutes les grosses maisons d'édition vont arriver, vont aller contacter des studios d'animation, vont aller rentrer en contact avec des chaînes télé et vont faire voilà, nous on a envie que tel manga soit animé. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est donc on l'a vu, les premières séries commencent à la télévision au Japon dans les années 60. Les années 60, c'est aussi le lancement c'est là que commencent les grands magazines de prépublication de manga. Le Shonen Magazine, le Shonen Jump, tous ces magazines-là, ils apparaissent à la fin des années 60. Et l'essor de l'animation japonaise correspond également au développement fulgurant du manga. À la fin des années 60, tout le monde, le manga est vraiment un élément à part entière du divertissement, et le modèle même du manga qui est souvent publié, comme vous le savez, un manga ne sort pas directement en librairie, il est prépublié par chapitre de façon hebdomadaire ou mensuelle, et on va très vite se rendre compte que ça correspond exactement au modèle de la télévision, puisque la télévision diffuse aussi des programmes de façon hebdomadaire ou voire éventuellement mensuelle. Et forcément, ces mangas qui rencontrent un grand succès, à partir des années 70, l'idée est, on imagine très vite le lien qui se fait entre les deux supports. C'est vrai que les premières séries, à part le cas d'Astro Boy est un petit peu un contre-exemple, mais dans les années 60 et 70, les séries télé sont surtout des créations originales. Il y a des studios entiers comme Tatsunoko qui n'adaptaient jamais à cette époque-là de manga et qui créaient leurs propres séries, leur propre histoire. C'était des concepts ou alors c'était des adaptations, comme on l'a dit dans le cinéma, d'œuvres classiques ou de choses plus traditionnelles japonaises. Et à l'époque, les animes étaient quand même très majoritairement destinés à un public jeune. Oui. C'était assez rare d'avoir des œuvres comme on peut avoir à l'heure actuelle qui sont destinées vraiment à un public jeune adulte, ce qu'on va dire 19, 25, 30 ans. C'était très très souvent pour les jeunes enfants la diffusion d'animes. C'était surtout diffusé en fin d'après-midi voilà, on est sur quelque chose qui passe à la télévision, donc qui s'adresse à tout le monde, donc il est hors de question de faire une série adulte, les créneaux adultes n'existent pas, et voilà pourquoi on est surtout sur de la série d'aventure ou du classique. Donc, comme on le disait, dans les années 80, le manga explose. Les années 80, c'est le Jump qui va devenir le magazine le plus vendu au monde, plusieurs millions d'exemplaires. Et c'est là que commence cette connexion. Et comme le disait Jonathan, la tentation d'adapter ces mangas arrive très vite, et du coup l'implication des maisons d'édition qui éditent et qui créent ces mangas, ces propres maisons d'édition vont commencer à investir dans le dessin animé, parce qu'elles remarquent très très vite que certes un manga qui se vend bien c'est très bien, et il y a des mangas qui ont déjà du succès, qui vendent des millions d'exemplaires tout seuls, mais ils se rendent compte que quand le manga est adapté à la télévision, ça booste encore plus les ventes du manga. Donc leur intérêt, c'est d'avoir des projets qui vont très vite arriver à la télévision. Et voilà, les exemples, vous les connaissez, c'est Dragon Ball, Dr. Slump, Saint Seiya, Hokuto no Ken, toutes ces séries des années 80. Quand elles commencent dans le Jump, les éditeurs savent déjà que si elle a un certain succès, d'ici on va dire 1 an à 2 ans, il sera possible de les adapter et d'aller voir les studios pour en faire des séries télévisées. Puis petit à petit, il y a de plus en plus de monde qui vont vouloir promouvoir quelque chose à travers l'anime, et ces gens vont travailler plus ou moins de manière indépendante au début, et ils vont au fur et à mesure se regrouper, former vraiment ce qu'on appelle à l'heure actuelle, et ce qui est vraiment à l'heure actuelle la manière dont sont financés les animes, ce qui va faire d'ailleurs l'objet de toute la seconde partie, c'est le comité de production. Alors le comité de production, en fait, il commence déjà à apparaître dans les années 80, mais sur les projets de films, sur les projets de long métrage. Parce que même si la télévision a pris le pas et a accaparé l'essentiel de la production d'animation au Japon, il y a eu un petit fléchissement dans les années 70 au Japon, mais dès les années 80, le long métrage d'animation revient, et
même si les longs métrages japonais sont loin d'égaler la qualité d'animation encore d'un Disney qui reste la référence mondiale, on est quand même dans une qualité d'animation supérieure par rapport à une production télé. On essaye là d'avoir pas de l'animation 24 images secondes sur tout un film, mais en tout cas au minimum 12 et 24 sur les scènes importantes. Tout simplement parce qu'en fait il y a plus de temps pour faire un film qu'il y a de temps pour faire un anime. On reste sur le même modèle où c'est des projets qui peuvent qui mettent entre 2, 3 ou 4 ans pour se faire. Donc ça demande toujours beaucoup d'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Donc dès le départ, dès les années 80, voilà, il y a des comités de production, c'est-à-dire l'idée c'est que le distributeur de cinéma ou le studio ne peuvent pas suffire à financer un projet de long métrage et il faut aller chercher de l'argent ailleurs, donc c'est-à-dire d'autres personnes qui peuvent financer un film. Donc ça peut être un éditeur, ça peut être d'autres producteurs ou des gens qui ont des intérêts sur des produits, sur des fabricants de jouets par exemple. Et c'est là qu'on voit comment a commencé à apparaître les comités de production. Mais c'est vrai que pendant toutes les années 80 et même on pourrait dire jusqu'aux années 90, les séries télé continuent d'être essentiellement financées par la télévision, le studio d'animation qui met sa part et on l'a dit l'arrivée de la maison d'édition qui finance aussi quand c'est tiré d'un manga ou d'un livre qu'ils éditent. Et petit à petit, on va avoir des gens qui vont se rajouter, on va avoir des fabricants de figurines, ils vont dire voilà, il y a un anime à la télé, si moi je faisais des figurines de ces personnages principaux, l'anime s'il est populaire, les gens vont vouloir acheter des figurines, et ça arrive maintenant à l'heure actuelle de plus en plus souvent qu'on puisse retrouver Guzma et compagnie, donc qui est situé là juste derrière ce mur, qui soit présent au comité de production de certains animes. Tout ce qui est produits dérivés, vraiment de manière générale, alors les animes pour enfants c'est encore particulier, parce que tout ce qui est précure par exemple, c'est énormément de sous qui sont ramenés avec justement les jouets, les petites filles qui demandent ça à leurs parents, les parents achètent et ça rapporte des sommes assez incroyables à Bandai par exemple. Alors c'est vrai que dès que les comités de production ont commencé à ouvrir la possibilité de financer des séries, c'est vrai que les fabricants de jouets ont été les premiers à s'engouffrer dans cette brèche où on pourrait présenter ça différemment, parce que là on a l'impression qu'ils ont autorisé les gens à venir. Mais c'est plutôt dès qu'ils ont eu besoin d'argent et qu'ils ont commencé les studios ont commencé à dire que ils pouvaient plus financer tout seuls des séries qui allaient peut-être avoir moins d'animés au Japon. Voilà, les fabricants de jouets qui avaient leurs intérêts, qui savaient très bien que les animés sont les moteurs aussi pour vendre des produits dérivés, ont dit bien plutôt que d'acheter ce qu'on fait habituellement, d'acheter une licence pour faire des jouets, on est prêt à carrément financer, participer à ce comité de production et participer dès la source, dès la création de la série. On peut même aller jusqu'à d'autres exemples, parce que tu citais des séries comme Précure. Là, on est presque dans des projets qui reposent sur du merchandising. Je suis même pas sûr qu'une série comme ça aurait vu le jour si Bandai n'avait pas dès le départ... C'est très clairement des séries qui sont pensées, tout est pensé dans la série pour faire vendre du produit dérivé. Voilà. Mais le fond du problème, et là on arrive vraiment aux années 2000 et même à notre époque aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, faire un dessin animé, ça coûte toujours aussi cher. Alors pourquoi ? Parce que même si on a encore peaufiné les techniques, malgré tout l'animation japonaise, elle n'est pas restée à cette animation limitée telle qu'on la décrivait à ses débuts, elle s'est quand même beaucoup améliorée, et aujourd'hui une série... elle n'est pas animée à 24 images par seconde, mais elle est quand même esthétiquement beaucoup plus jolie et beaucoup plus fluide que ce qu'on voyait il y a 20 ans. Et donc il y a toujours ce besoin d'argent, parce que malgré tout ça coûte toujours très très cher de faire une série d'animation. Et voilà, les fabricants de jouets, de produits dérivés sont venus se greffer pour arriver à mener des projets, mais aujourd'hui même ça ne suffit plus. Et le comité de production... vous les voyez, quand vous voyez un copyright dans une série, il y a marqué souvent copyright, on va dire Dragon Ball Committee. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais si vous regardez le générique en japonais, vous allez voir qu'il y a une liste assez incroyable qui peut aller des fois jusqu'à 10 ou 12 sociétés qui participent au financement d'une série. Et vous allez avoir des tas de choses, vous allez avoir des agences de publicité, des agences de communication, vous allez avoir des fabricants de jeux sur mobile par exemple. Oui, ça c'est assez intéressant, parce qu'en fait au fur et à mesure de l'évolution technologique, il y a des gens qui avant n'existaient pas, qui se rajoutent. De plus en plus souvent, vous avez des fabricants de jeux sur Android, sur iPhone, qui se mettent au comité de production et qui se disent les gens, ils vont télécharger l'application
en free-to-play, mais si tu veux vraiment progresser, il faut que tu payes adapté de l'anime, et ils vont se récupérer comme ça de l'argent, et tout le monde est content, parce que comme ça, l'anime il a du financement, eux ils se récupèrent de l'argent derrière, et au fur et à mesure, dans 5 ans, il y aura une nouvelle technologie qui va arriver, ils vont trouver un moyen d'intégrer ça à l'anime, et au fur et à mesure, comme ça, le comité de production évolue, il se complète, il y en a qui sont plus ou moins actifs dedans, au fur et à mesure des époques... Et on n'a pas cité non plus la musique qui devient aussi de plus en plus important. Les maisons de disques aussi investissent maintenant. C'est pour ça que maintenant les génériques depuis déjà 15 ans sont des chansons à la mode, parce qu'un générique est soit le moyen de faire connaître une chanson, soit le moyen de lancer un nouveau groupe. Donc là aussi, ça c'est quelque chose qui a été complètement intégré dans le processus de production d'une série d'animation. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que ce modèle-là, il est unique au monde. Il n'y a qu'au Japon que ça se passe comme ça. Les Américains, qui sont aussi de gros producteurs d'animation, et pas seulement au cinéma, eux, ils arrivent à sortir le financement pour faire une série, mais ils savent très bien qu'ensuite leur série, ils vont la vendre sans problème dans le monde entier, parce qu'une série américaine déjà le territoire des États-Unis est beaucoup plus grand, donc ça leur permet de dégager, de prévendre la série et de dégager un financement beaucoup plus important. Mais voilà, au-delà des États-Unis, en général, les séries américaines, ils arrivent toujours à les placer dans bon nombre de pays. Donc le modèle économique, il est là. Les Américains, ils savent qu'ils vendront dans le monde entier, et que derrière, il y aura des licences, il y aura aussi des jouets. Là, ils ont repris le modèle japonais. En France, on a longtemps été le 3e producteur d'animation, mais quand on veut produire une simple série de 26 x 26 minutes, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On ne sait quasiment pas le faire tout seul. Il y a quelques exceptions, il y a des gens qui sont arrivés, mais en France, on est obligé d'aller chercher un peu de sous dans d'autres pays en Europe, avec une petite société américaine, on va chercher par-ci par-là. Le CNC, qui est l'organisme d'État qui aide au financement et au lancement des séries, joue pour beaucoup aussi pour arriver à boucler un budget. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les séries françaises, on a souvent l'impression que c'est relativement uniforme, que c'est toujours un peu nivelé, mais quand vous demandez à plein de pays et à beaucoup de gens différents de venir participer au financement d'une série, vous êtes obligé de les satisfaire tous, et du coup ça apporte une liste de contraintes qui est énorme. Les Japonais, ils demandent eux aussi, ils vont chercher beaucoup de financement, mais ça reste au Japon, ça reste pour le même public, un public qui est bien précis, et du coup ils arrivent à vivre et à rentabiliser leur série sur leur propre territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont su faire dès le départ, dès Astro Boy, dès la première série de 63. Ils ont trouvé ce modèle et ils sont les seuls au monde à avoir cette espèce de cercle fermé, ce circuit qui tourne et qui leur a permis justement de produire ces séries. On a souvent accusé les séries japonaises ou les Japonais de produire des séries pour, vous avez déjà entendu ça, nous envahir, ils ont des grands yeux, c'est pour mieux les vendre à l'étranger. C'est quelque chose qui est absolument faux, puisque les Japonais, ils réfléchissent d'abord pour leur territoire, et accessoirement, après, si les séries peuvent se vendre à l'étranger et si elles ont du succès, ils en sont très contents, mais pendant très longtemps, ils s'en fichaient complètement. Et ça expliquait aussi pourquoi les séries sont arrivées en masse en France, puisque comme elles étaient déjà rentabilisées sur leur propre territoire avec ce système, eh bien, ils pouvaient les vendre pour une bouchée de pain. Comme dit Olivier, justement, les animes, c'est vraiment un public très type, c'est un public que je qualifierais pratiquement de niche en fait à l'heure actuelle. Quand on voit la majorité des animes qui sont diffusés au Japon, il y a énormément de choses en fait qui est, j'ai envie de dire, en forçant le trait pour le mâle entre 19 et 25 ans. Et du coup, ça se ressent en fait dans les créneaux télé. C'est-à-dire ils se disent, c'est pas la peine en fait de diffuser ça à 17h30, on ne toucherait pas vraiment beaucoup de monde, donc autant diffuser ça de plus en plus tard dans la nuit. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc là, vous voyez pas forcément, mais j'ai pris le créneau, j'ai pris le programme télé de Tokyo MX, donc qui est un des principaux diffuseurs d'animes japonais. Et la très grosse majorité sont diffusés entre 22h et 3h, 4h du matin le lendemain. Donc c'est vraiment très très tard dans la nuit, ce qui amène d'ailleurs d'autres problèmes sur lesquels on reviendra par la suite. Mais du coup, là, à l'heure actuelle, en fait, 80-90% des animés sont vraiment diffusés au milieu de la nuit. Il reste bien quelques exceptions, qui sont des créneaux matin ou après-midi, donc qui sont pour des créneaux très familiaux, qui sont vraiment des œuvres destinées à un très grand public. Donc par exemple, on a eu Space Brothers Uchu Kyodai récemment, qui à la base est diffusé au milieu de la nuit, et en fait les producteurs se sont rendus compte que ça touchait
beaucoup de monde, et la série a été changée le dimanche à 17h30 pour réussir à toucher ça, tout ce public-là. Rare, hein. C'est un cas vraiment exceptionnel. Mais c'est vraiment parce qu'ils se disent, bah voilà, on va pas diffuser nos séries au milieu de l'après-midi si on n'essaye pas de toucher un public familial, ça nous servira à rien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué, on va dire, ces 10 dernières années et qui, à mon sens, pose problème aujourd'hui. Les séries qui étaient diffusées dans les années 80, voilà, comme on le disait, c'était tout public. En fait, il y a le même problème qu'en France. Dans les années 80, il y avait finalement assez peu de chaînes au Japon et les dessins animés, ils passaient surtout entre 17h et 20h, avec un petit peu le dimanche. Et du coup, tout le monde pouvait regarder gratuitement et sur des grandes chaînes les séries, hein, les Dragon Ball, toutes ces séries-là, voilà, sont passées sur ces créneaux-là. Aujourd'hui, les chaînes se sont multipliées, le satellite est arrivé, le câble, et surtout le public a grandi, et ils ont comme c'est à la fin des années 90 que les Japonais ont commencé à concevoir des séries pour des gens qui regardaient des dessins animés quand ils étaient petits, dans les années 70, et qui étaient devenus adultes et qui travaillaient. Donc forcément, vu qu'ils travaillaient, ils ne pouvaient pas passer ces dessins animés à 19h, et c'est là qu'on a commencé à faire les créneaux la nuit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de grandes séries qui passent aux grandes heures, c'est-à-dire qui sont accessibles à tous et qui sont à une heure de très grande écoute. Et il y a de plus en plus d'animés qui passent tard la nuit ou sur des chaînes qui sont petites, qui sont locales ou qui sont câblées. Et du coup, vous imaginez bien que le budget et le financement pour rentabiliser une série n'est pas du tout le même. Vous ne rentabilisez pas un One Piece qui est diffusé sur tout le Japon sur une très très grosse chaîne avec une petite série pour otaku qui passe à minuit sur un tout petit truc. Et on arrive là justement au problème aujourd'hui de financement de l'animation japonaise. Il est là, il est en partie dû à ça. C'est dû au fait que, curieusement, il y a plus de séries que par le passé, mais elles sont moins regardées en fait. Il y a moins d'audience pour chaque série. L'audience est morcelée. Là, en 2014, juste pour vous donner un chiffre, il y a eu 189 séries qui ont été diffusées à la télévision. C'est le record ever. Il n'y a jamais eu autant de séries. Et depuis les années 2010, en fait, chaque année, le nombre d'animes diffusés à la télé est battu. Ça continue d'augmenter. Ça continue d'augmenter. En 2015, on va peut-être réussir à dépasser les 200 animes diffusés sur l'année. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, le comité de production, il y a beaucoup de monde, mais tous ces gens, en fait, ils recherchent pas forcément la même chose. Alors si on peut dire ils recherchent le succès de l'anime, ce qui est pas entièrement faux, mais même là, c'est pas tout à fait juste. Si on regarde par exemple des gens comme Kadokawa, qui est à la base un éditeur de light novel et de manga, l'anime pour lui c'est purement un produit publicitaire. L'anime pourrait faire un flop monstrueux, il pourrait ne pas vendre un seul Blu-ray, il pourrait avoir 0% de marge de marché. Si derrière il y a un boost qui est senti sur ses mangas, sur ses light novels, pour lui l'anime c'est un succès gigantesque. Au contraire de par exemple d'autres producteurs comme Aniplex qui lui va faire un petit peu plus attention, ne serait-ce parce qu'il produit plus de séries originales. Kadokawa c'est pratiquement que de l'adaptation puisque c'est ses propres œuvres. Aniplex va tenter plus souvent de l'original. Et ils vont se dire voilà comment ça s'est vendu en DVD, comment ça s'est vendu en Blu-ray, qu'est-ce qui se passe à côté, est-ce que le jeu vidéo qui est adapté va marcher, est-ce que le mobile, donc là j'ai pris l'exemple de Love Live, la saison 2, il faut savoir que la rentabilité a été garantie uniquement avec le mobile parce qu'il y a énormément de joueurs à l'heure actuelle, il y a 5 millions de joueurs au Japon sur le jeu mobile Love Live. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte des sommes qui sont générées juste avec ça. On peut revenir aussi du coup sur l'ensemble de ce qui arrive à financer la production d'animation aujourd'hui. Donc on l'a dit, il y a la publicité. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, les séries sont entourées de publicité, qu'il y en a beaucoup plus qu'à la télévision en France. Vous avez de la pub avant le générique, vous avez de la pub entre le générique de début et le début de l'épisode, vous avez de la pub au milieu de l'épisode et vous en avez encore une dernière salve à la fin de l'épisode avant le générique de fin et le teaser. Donc déjà, ça contribue à financer la série qui est diffusée. Vous avez donc tout ce qui est produit dérivé. Alors là, je ratisse très très large. Hein. Ça va de la figurine à ce que tu disais, à des jeux, Ça va aussi bien du gunpla pour les adolescents, aux
téléphones pour les jeunes filles qui regardent Précure, aux figurines qui sont vendues par Goodsmile. Je veux dire, il y a énormément de produits dérivés. Le manga qui est fait juste pour adapter l'animé quand c'est pas l'œuvre originale, des choses comme ça. Voilà. Il y a un phénomène assez amusant aussi. De plus en plus, en fait, il y a maintenant un spin-off manga qui est fait par Héroïne sur les adaptations de light novel, pour que comme ça, chacun y trouve son compte. Chacun se dit, ah, moi j'ai mon héroïne préférée, c'est dommage qu'elle finisse pas avec le personnage principal à la fin. Et bah paf, ils font un manga où elle finit avec le personnage principal. Et je pense qu'il faut parler aussi de la vente de DVD et de Blu-ray, parce que là aussi le Japon n'est pas un pays comme les autres. Les DVD, les Blu-ray sont très chers. Il faut compter entre 3000 et 6000 yens pour un volume. Déjà, ça ne sort jamais en intégrale d'un coup. Une série récente, elle va d'abord sortir à l'unité. Donc je vous le disais, 3000 à 6000 yens pour un volume, ça fait à peu près entre 20 et 40 euros. Mais dedans, il y a juste 2 ou 3 épisodes. Il y a rarement plus. C'est 6 € quand on est 3. Donc vous faites le petit calcul sur l'intégrale, avec évidemment toujours une édition simple, une édition collector. C'est quelque chose qui est très travaillé, et on se plaint des fois du prix des DVD en France, mais regardez un petit peu combien ça coûte au Japon. Et là aussi, vous comprendrez que ça fait partie de ce modèle. C'est aussi grâce à ça que l'animation, elle peut être financée. Du coup, juste pour donner quelques chiffres par rapport à la vente de DVD Blu-ray, juste pour vous remettre dans le contexte, on considère qu'un anime a été relativement un succès à partir du moment où il atteint les 4000 ventes par Blu-ray plus DVD. S'il atteint les 10 000, juste sur le premier volume, déjà on considère que c'est un gros succès. Et s'il a dépassé les 10 000 ventes par Blu-ray plus DVD en moyenne sur l'ensemble de la série, là c'est bon, je veux dire, la série a été géniale. C'est pratiquement sûr qu'il y a une saison 2 qui soit derrière parce qu'il y a eu suffisamment de trucs qui ont été vendus. Mais juste pour donner quelques chiffres, donc c'est déjà 10 000, on considère que c'est un gros succès, alors que c'est pas forcément des chiffres qui sont très très impressionnants en soi. Alors j'avais récupéré aussi quelques chiffres de coûts de l'animation japonaise, je sais pas si c'est le moment de les faire ou si on les donnera plutôt à la fin. Peut-être plus quand on parlera vraiment de comment un anime est fait. Okay. Donc, vous le disiez, aujourd'hui, malgré tout, ce modèle, il vacille un petit peu. Il vacille parce que les investisseurs se sont morcelés, et qui dit morcellement dit que c'est une vraie bataille pour aller chercher des financements au Japon. Vous avez toujours des choses qui se financent. Quand vous avez un succès dans le Jump, c'est pas ce qui est le plus difficile pour monter une série d'animation. Mais la création originale, c'est des choses qu'on trouve de moins en moins aujourd'hui, parce que comme il y a de plus en plus de producteurs, on veut se rapprocher, on veut prendre de moins en moins de risques. Donc moins de risques, c'est-à-dire capitaliser sur des licences qui sont connues, soit parce qu'on va adapter un manga qui a déjà fait ses preuves, ou un light novel, soit en faisant des remakes ou des suites de séries qui ont déjà eu du succès, mais sortir une œuvre un peu originale ou quelque chose d'un petit peu plus atypique, ça c'est des choses qu'on va de moins en moins trouver au Japon. Et l'autre problème, selon moi, c'est que on a de moins en moins de séries longues. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, toutes les séries, elles font très souvent 12 ou 13 épisodes. 26, ça commence à devenir rare. Et alors, les séries qui sont parties pour plusieurs années, c'est quelque chose, maintenant, je ne sais même pas si une fois dans l'année, il se lance une série qui va durer ou dès le départ, on sait qu'elle va durer longtemps. Voilà. Alors qu'autrefois, c'était quelque chose de courant. On préfère aujourd'hui, même si on a une œuvre manga qui existe depuis longtemps et qui a de la matière, on préfère faire une saison de 13 ou de 26, laisser de côté et éventuellement refaire une saison 2 et puis une saison 3, puis finalement il y a des séries qui arrivent à totaliser beaucoup d'épisodes comme ça, mais on prend de moins en moins de risques sur des séries longues, voilà. Et du coup il faut se rendre compte que ça génère aussi, ça demande encore plus de travail, parce que quand vous faites une série longue, le plus difficile dans une série, c'est de la lancer. C'est de lancer le concept, c'est de lui donner une notoriété, et puis surtout de développer tous les personnages, de les adapter, de monter une équipe, de trouver un réalisateur. Mais quand vous faites des séries de 12 ou 13 épisodes, à chaque fois, il faut recommencer de zéro pour chaque nouvelle série. Donc les studios, on a tendance à les épuiser de plus en plus en montant une multitude de petits projets, et qui des fois ne dépassent pas les 12 épisodes. Là, en plus, on a même depuis quelques années, on a un nouveau format encore qui est apparu, c'est le speed course, c'est-à-dire c'est l'anime de 13 épisodes, il y a une pause, et il y a à nouveau 13 épisodes sur le même anime. Ce qui permet déjà de commencer à avoir un retour sur investissement dès le début. Si jamais on se rend compte que la première moitié, c'est un gros flop, on mettra un petit peu moins de budget sur la deuxième, et du coup, comme ça, on cherche vraiment, il y a vraiment une recherche du risque zéro, et c'est quelque chose de très commun, même sur des séries où c'est à peu près sûr qu'il y aura du succès. Si on regarde Unlimited Blade Works, je veux dire, personne ne doute qu'il va y avoir du succès sur cette série, parce que c'est déjà très populaire dès le début. Mais même là, il y a 13 épisodes qui ont été diffusés la saison d'automne. Là, il n'y a rien, et ça va reprendre à la saison prochaine.
parce que voilà, comme ça, on a déjà des sous qui vont rentrer petit à petit. Et comme tu le disais, voilà, on prend un peu moins de risques. On ne sait jamais si ça faisait un flop inattendu, ben on pourrait, alors pas remettre en cause, parce que quand il y a une autre saison qui arrive 6 mois après, on n'attend pas juste 3 mois avant la fin de la série pour dire si on va continuer ou pas. Mais ça permet d'être plus réactif et d'investir aussi petit à petit, de ne pas mettre d'un seul coup des grosses sommes qu'il est de plus en plus difficile de trouver. Et maintenant, on tombe même sur certaines séries de Kadokawa à 10 épisodes pour un anime. Et ça se trouve, d'ici quelques années, on va arriver en fait sur des créneaux de 13 épisodes, on va avoir 2 séries complètement différentes, une de 6, une de 7 épisodes. Parce que... les créneaux Noitamina, qui est un créneau plutôt qualitatif sur des projets originaux, tourne plutôt justement sur 10-11 épisodes et va rarement jusqu'à 12-13. Donc ça paraît rien, mais finalement, 1 ou 2 épisodes, ça représente quand même un pourcentage non négligeable sur l'ensemble de la production de la série. Sur quoi, qu'est-ce que c'est donc ça, c'est quelque chose qu'on a abordé dès le début. À la base, le support original, c'était soit un manga, soit vraiment une création originale. C'est pratiquement plus le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous avez qu'à regarder qu'est-ce qui sort. C'est énormément de light novel, énormément de remakes, de suites, des choses où on va pas forcément prendre de risques. Et en plus, on a un effet pervers, c'est que les producteurs cherchent à adapter de plus en plus de choses. Ils cherchent à mettre en avant de plus en plus de projets. Ils sont vraiment à la recherche, à l'heure actuelle, du méga hit. Un anime comme on a eu comme No Game No Life récemment, ça a été un succès incroyable. Le light novel a pris un boost de 500% au Japon. Et un anime comme ça justifie 20 adaptations de light novel dont personne n'a jamais entendu parler et dont personne n'entendra plus jamais parler maintenant. C'est vraiment... On a perdu avant, il y a une vingtaine d'années, c'était plus constant dans la vente des animes. Là, vraiment, on a quelques gros trucs, une dizaine chaque année, qui se vendent vraiment bien, qui se vendent à plus de 10 000 exemplaires, et tout le reste qui vivote vaguement, voire on ne sait pas trop pourquoi ça a été créé. Ils ont tenté le coup, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on a No Game No Life qui nous ramène encore des thunes. Ça en fait je crois que c'est juste en fait un petit résumé parce qu'on explique beaucoup de choses, donc juste les points cruciaux de ce qu'on a dit. Donc en premier lieu, un anime aujourd'hui c'est vraiment en premier lieu un but publicitaire. Donc la diffusion télé au Japon c'est un but publicitaire. Après bien sûr je vais pas généraliser de manière globale en disant qu'un anime c'est que de la publicité. Il y a de plus en plus d'animes, chaque année il y en a plus que les années précédentes. Il y a de moins en moins de risques. On va réduire le nombre d'épisodes, en même temps on va augmenter le nombre de séries. C'est diffusé de plus en plus tard, sur des créneaux de plus en plus tardifs, sur des chaînes de plus en plus privées, avec vraiment toujours en fait uniquement cette recherche du hit et du risque zéro. Voilà, on va passer maintenant, rentrer un petit peu plus dans le processus de production d'un épisode, et on commence avec le studio d'animation. Tu y vas, j'y vais. Le studio d'animation, en fait, c'est souvent le nom qui est le plus connu. Hein. Si je dis ici, il y a des gens comme Kyoto Animation, comme Ufotable, comme Dean, c'est des noms qui vous disent quelque chose, parce que c'est souvent les noms qui sont mis en avant, en fait, c'est les noms les plus accessibles. Faut savoir qu'un studio, ça fonctionne en fait pas vraiment tel qu'on l'imagine, on va y revenir, mais en fait, un studio, il y a pas grand monde qui est vraiment employé dans le studio même. Il y a énormément de freelance dans les studios d'animation japonaises. C'est quelque chose de complètement différent de l'animation américaine ou des studios comme Disney où pratiquement tout le monde est en CDD, voire en CDI. Dans les studios japonais, c'est beaucoup de gens qui sont contractés pour quelques cuts, pour un épisode, voire pour une série entière s'ils ont de la chance. Et il n'y a que les postes principaux sur lesquels on va revenir qui sont vraiment en CDI. Un studio en plus c'est souvent beaucoup de sous-studios. Je prends l'exemple de Sunrise par exemple. Sunrise a 12 sous-studios différents. Donc si vous voyez différents animes qui viennent du même studio sur une même saison, c'est pas les mêmes types qui sont en train de mourir à la tâche à faire 5 séries différentes en même temps. C'est 5 équipes différentes au sein du même studio qui réalisent l'anime. Ça c'est vraiment quelque chose qui a changé. C'est vrai que au début, dans les années 60-70, les studios, comme on le disait, étaient peu nombreux, et là oui, on employait tout le monde sur place. Les studios avaient des immeubles entiers et il y avait des gens à perte de vue qui travaillaient sur les animés. Mais ça coûtait
encore une fois trop cher, et c'est vrai que petit à petit, aujourd'hui encore quelques studios fonctionnent comme ça. Je pense à Toei, je pense à Tokyo Movie Shinsha, à Kyoto Animation, à Ufotable. Voilà, mais tous les plus petits studios qui ont percé, c'est vrai que c'est des structures qui sont... Le studio est vraiment là juste pour piloter un projet, c'est-à-dire que voilà, on va avoir les personnes clés, et ensuite chacun, les animateurs travaillent chez eux ou à distance, etc. Le seul studio qui salarie ces personnes jusqu'à présent, c'était le studio Ghibli, et on l'a vu. Maintenant. Hein. On l'a vu, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles il a décidé de se mettre en pause, parce que tellement ça coûte cher d'avoir ses propres gens salariés. Alors, les studios aussi, ce qu'il faut expliquer, c'est que souvent, ils sont en relation directement avec les principaux producteurs ou distributeurs d'animation japonaise. Ça, c'est quelque chose de normal. Donc, on va retrouver justement les plus grands studios. Quelques exemples ici. Aniplex. Aniplex, en fait, c'est une filiale de Sony Pictures. C'est le département animation de Sony. Depuis les années 90, ils ont décidé de se lancer dans la production et la distribution à l'international d'animation, et ils ont fini par créer leur propre studio qui s'appelle A1 Pictures. Alors, c'est pas tout à fait leur studio, mais en tout cas, ils ont des liens très proches et on va dire un actionnariat. De la même manière, Sunrise est devenu un peu le studio du fabricant de jouets Bandai. C'est vrai que Sunrise a fait toutes les séries Gundam et toutes les séries de robots, et Bandai était justement un fabricant de ce genre de produits dérivés. Donc forcément, il y a des liens comme ça. Des fois, il y a des chaînes qui rachètent des studios. Madaos avait été racheté par la chaîne NTV, parce que justement, la NTV voulait... le studio était en difficulté, il a longtemps été indépendant, et la chaîne a fini par investir dedans, et du coup, c'est pour ça que les animés de Madaos, vous allez les trouver particulièrement sur la chaîne NTV. Voilà, il y a beaucoup de filiations comme ça, mais pas seulement, on le disait, il y a aussi des tas de studios qui sont indépendants et qui sont tout petits, qui arrivent à faire des séries qui ne sont pas forcément liées avec des producteurs ou des chaînes ou des fabricants. Ce qu'il faut aussi bien expliquer, c'est que le système de production d'animation au Japon, les petites mains qui travaillent sur l'animation, on l'a dit, ne sont pas forcément employés par un studio, mais surtout, ils travaillent pour l'un, pour l'autre, et il arrive même que des studios, quand ils ont un trou dans leur planning parce que pendant 2 mois ils n'ont pas de série à faire, eh bien ils vont se mettre en sous-traitance pour d'autres studios. Il n'y a pas vraiment un aspect de compétition. On n'imaginerait jamais par exemple Pixar qui a du temps et qui va travailler sur un film DreamWorks, ça serait inimaginable. Eh bien au Japon pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. Même le studio Ghibli, vous le voyez des fois crédité dans des épisodes de n'importe quelle série parce qu'ils vont faire quelques plans en dépannage, et il y a tout un système d'entraide entre les studios qui est là aussi absolument unique au Japon. C'est pour ça on peut vraiment avoir l'impression que la sous-traitance c'est quelque chose d'assez péjoratif. Au Japon, pas du tout. Au Japon, c'est vraiment une manière de vivre où chacun va s'entraider mutuellement à tour de rôle en fonction de leurs besoins, en fonction de leur disponibilité. Si on rentre maintenant un petit peu dans l'équipe de la création d'un animé, en première ligne, on va forcément trouver le réalisateur. Alors, qui est le réalisateur ? Le réalisateur, c'est le chef d'orchestre de la série. C'est lui qui va superviser tous les postes, le chara-design, le scénario. Il va faire la coordination de tous ces postes, de tous les postes techniques. Donc, j'arrive pas tout à fait à lire ce qui a marqué là, mais c'est quelqu'un en fait, juste pour un petit détail, souvent j'en profite pour le réalisateur parce que c'est vraiment ses tâches à lui. En fait, il va gérer aussi bien l'équipe que le temps, c'est lui qui va définir un certain nombre de choses, et en fait j'en profite là ici, on parle parfois de budget, souvent les gens ils disent oui, si cet anime il est tout moche c'est parce qu'il a pas de budget. Faut savoir que le budget ça joue que un rôle très très mineur en fait dans la réussite ou l'échec d'un anime. Alors si t'as vraiment pas de budget, bien sûr ça va être difficile, oui. Mais en général les studios ils arrivent à s'en sortir avec le budget qui est fourni, et si les animes souvent sont moches ou ont des graves problèmes d'animation, c'est parce qu'en fait le temps a été très très mal géré, ils ont pris énormément de retard. Et ben du coup quand tu prends du retard, il y a des étapes qui vont sauter, on va y revenir juste après, et c'est plus possible de réaliser quelque chose de correct. Et juste un dernier mot sur le réalisateur, il arrive qu'il réalise des épisodes, mais il va plutôt diriger l'ensemble des sous-réalisateurs qui ont chacun la charge d'un épisode. Donc voilà, et c'est vraiment le chef d'orchestre. On arrive ensuite dans la partie écriture du scénario avec un poste qui a souvent plusieurs traductions, qui peut s'appeler la structure scénaristique, ça si on traduit vraiment le terme japonais. Des fois, il peut être appelé compositeur. Alors moi, j'aime pas ce terme parce que ça fait confusion avec celui qui fait la musique et ça n'a rien à voir avec la musique.
Tout simplement, c'est celui qui chapeaute tous les scénaristes des épisodes d'une série. C'est-à-dire que vous avez des scénaristes et puis vous avez quelqu'un qui connaît l'ensemble de l'histoire et puis qui va guider les scénaristes, qui va faire en sorte que l'histoire elle ait une cohésion et que le développement de l'histoire soit bien réparti au fur et à mesure du scénario. Donc en gros, c'est une sorte de super chef scénaristique et qui travaille directement avec le réalisateur pour gérer l'équipe des scénaristes. Il arrive que cette personne écrive lui-même certains scénarios et il arrive même des fois qu'il écrive tous les scénarios d'une série, mais ça lui fait beaucoup de boulot. Ensuite, on va passer à la personne qui va designer aussi bien les personnages que les mechas. Alors, s'il y a des mechas, hein, bien sûr. Hein. Oui, on peut avoir aussi un designer sur les monstres, sur les chiens. Il y a un designer pour tout, mais les deux principaux, c'est les character designers et les mecha designers. Si c'est un anime original, il va tout créer de zéro. Si c'est une adaptation, le but, c'est qu'en fait, les personnages soient suffisamment pas détaillé en fait, soit sans être moche, il faut qu'il soit pas trop détaillé pour pouvoir être animé. En fait, on l'a vu, on revient toujours sur le principe de base, faire de l'animation au Japon, c'est essayer de simplifier au minimum le travail pour avoir une animation de qualité, mais il faut être efficace. Donc le travail du chara designer, par exemple, une adaptation de manga, c'est de faire en sorte que les traits soient suffisamment simplifiés pour que les animateurs aient le moins de travail possible. Et c'est lui qui donne la bible graphique qui sera la référence quand un animateur travaille sur un personnage, il se souvient plus trop quelle tête il a quand il est de 3/4 ou de face, et bien il va regarder la bible graphique du chara designer pour voilà, c'est le modèle, donc c'est un travail très en amont, et là aussi il arrive qu'un chara designer soit responsable de l'animation et travaille ensuite lui-même sur des épisodes, mais c'est pas forcément le cas pour tous. Et bien sûr, la personne qui a le dernier mot sur la validation des designs, c'est le comité de production. On y revient. Oui, c'est lui qui valide le design quand il y a un projet qui se monte. Le comité de production, il a de toute façon le dernier mot sur tout, hein, sur la direction de la série, sur l'aspect artistique, sur le ton, sur est-ce que ça va être adulte, est-ce que ça va être censuré ou pas. Voilà, effectivement le dernier mot revient au producteur. Un poste que les gens connaissent pas forcément alors que c'est un des postes principaux, c'est celui de directeur de l'animation. En fait, c'est celui qui va repasser sur les cuts pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème au niveau du chara design, que l'animation soit suffisamment fluide, que tout soit suffisamment en accordance d'un épisode à l'autre. Alors ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que comme on fait de plus en plus vite pour faire les épisodes, il y a souvent un directeur d'animation par épisode, plus un global qui va chapeauter les différents directeurs d'animation. Et on dit souvent en fait que en bien ou en mal, c'est-à-dire que si l'épisode est bien animé ou si l'épisode est mal animé, on ira toujours rejeter la faute ou la réussite sur le directeur de l'animation, que ce soit sa responsabilité ou pas. Mais on a souvent tendance à considérer que c'est en fait une personne qui, comme elle chapeaute l'animation, s'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a quelque chose qui va bien, c'est lui, c'est grâce à lui, c'est à cause de lui. Maintenant, juste très rapidement sur l'animation, parce que ça, il y a une conférence de 2 heures demain sur le Sakuga, donc vous allez pouvoir comprendre comment ça marche en long, en large et en travers. Mais juste pour remettre quelques chiffres, par épisode, il y a un storyboard, il y a une vingtaine d'animateurs clés. Alors ça, c'est le cas où ça va bien, parce qu'après, plus il y a du retard, plus il faut de monde, parce qu'il faut des gens pour dessiner derrière. Il y a une dizaine de deuxième unité d'animateurs clés. C'est un poste un peu bâtard, un peu récent, où en fait les animateurs clés ont plus le temps de faire l'ensemble des mouvements clés. Donc les animateurs clés vont faire les mouvements clés des mouvements clés, puis les deuxièmes animateurs clés vont faire les mouvements pas clés des mouvements clés, et ensuite il y a les intervallistes qui vont arriver et qui vont faire les intervalles justement, donc les mouvements qui sont pas vitaux pour l'animation. Et il y a 2 directeurs d'animation, un qui va s'occuper que de l'animation clé et un qui va s'occuper uniquement des intervalles. Ça prend plus d'1 mois. On considère que pour qu'un épisode soit correctement réalisé, il faut que au moins 2 mois. En dessous, on commence à avoir sous 6 semaines, on considère que c'est vraiment rushé. En fait, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que quand vous avez une série télé, vous n'avez pas une équipe qui travaille à fond toutes les semaines pour faire l'épisode. En fait, vous avez 4 ou 5 équipes différentes et qui mettent chacune entre 1 mois et 1 mois et demi pour faire un épisode. Et ensuite, les épisodes, ces équipes se relayent et c'est comme ça qu'on arrive à tenir le rythme d'avoir un épisode par semaine. Mais c'est pas la même équipe qui fait chaque semaine l'épisode. Maintenant, au niveau des dessins, à quoi ça correspond ? Un storyboard, dans le storyboarder, le storyboard, environ 400 cuts, donc un cut c'est un plan par épisode. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Il y a entre 3 et 15 genga, donc c'est les dessins clés par cut, et il y a globalement autant de doga, donc les dessins intermédiaires, ce qui fait globalement quelque chose comme 10 000 dessins pour un épisode, ce qui est assez phénoménal. Et du coup, en fait, c'est pour ça que ça triche énormément. Il y a des codes qui sont utilisés, donc on dit animation en 2S, ça veut dire que voilà, une image elle va rester pendant 2 frames à l'écran,
Et du coup, avec 12 images, on fait 24 frames par seconde. 3S, elle va rester 3 frames à l'écran, et du coup, avec 8 dessins, on fait 1 seconde. Et comme ça, c'est ce que Olivier avait expliqué au début, comme ça on peut tricher sur l'animation et réussir à réduire en fait le nombre de dessins nécessaires. Voilà, mais ça aujourd'hui c'est beaucoup moins visible parce que, comme je le disais, on a trouvé des tas d'astuces pour que ce soit pas trop visible à l'écran. On détourne votre attention avec des effets autres, et puis surtout l'ajout maintenant d'effets spéciaux numériques ou de 3D arrive à bien masquer ce côté-là. Justement, la 3D, c'est quelque chose qui devient de plus en plus répandu et étonnamment de plus en plus spécialisé. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on réussit de plus en plus à trouver sur la 3D des pattes et des styles spécifiques comme on peut trouver en fait sur les animateurs clés. C'est vraiment, le Japon a gardé, même avec le passage à la 3D, ce côté où chaque animateur peut vraiment laisser sa patte sur son cut. Bah, le Japon a mis très longtemps avant d'utiliser la 3D parce que comme ils étaient les meilleurs et les plus efficaces sur l'animation traditionnelle, ils ont beaucoup résisté. Jusqu'à la fin des années 90, toutes les séries étaient encore faites en 2D, et même la numérisation, le coloriage par ordinateur, qui a apporté quand même une souplesse et quelque chose, une vraie révolution dans la profession, ils ont mis très longtemps avant d'abandonner le fameux celluloïd, hein, cette feuille transparente où on gouachait à la main. Et maintenant, ils ont intégré la 3D dans leur série, mais effectivement, toujours avec une approche typiquement japonaise et assez différente de ce qu'on peut faire en Occident. Alors juste quand on parle de 3D, les gens ne savent pas forcément, on parle vraiment d'un modèle 3D qui a été généré et qui ensuite est réutilisé. On n'a pas parlé des décors, on va faire très vite. Voilà, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. C'est le poste du directeur artistique. Quand vous voyez marqué direction artistique sur un dessin animé, ça n'a rien avec le directeur artistique du cinéma. C'est celui qui s'occupe des décors, des arrière-plans. Voilà, donc c'est un travail. On connaît surtout le travail du studio Ghibli, puisque c'est là-dessus qu'ils sont fait leur réputation, mais c'est un travail important. On pourrait vous parler aussi du layout, le cadrage, qui consiste à positionner le personnage là-dedans, mais je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, vous nous excuserez, mais on va passer vite. On va parler de la colorisation et de la photographie. La colorisation se fait aujourd'hui entièrement sur ordinateur, mais ça c'est comme partout et c'est quand même une grande souplesse. Le directeur de la photographie, c'est celui qui va décider c'est celui qui fait les prises de vue. À l'origine, c'est celui qui appuyait sur le bouton avec une caméra et un appareil photo qui photographiait les plans plan par plan quand on était sur ces celluloïdes. Aujourd'hui, c'est un poste qui tend à être remplacé par le directeur du compositing, c'est-à-dire que par ordinateur, on assemble les différents éléments de l'animation, le décor, les personnages, les effets spéciaux, et tout ça mis bout à bout donne un épisode animé. Alors là, juste un petit point rapide sur les salaires, on va vraiment pas s'étendre là-dessus. Vous voulez voir que, alors c'est des moyennes, évidemment, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais en gros, un animateur clé, il n'est pas payé beaucoup. Ça va dépendre. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'animateur clé, c'est quand même le plus gros du travail de la fabrication d'un dessin animé. C'est toutes ces petites mains, c'est toutes ces personnes qui font ce travail, qui font que ça bouge à l'écran. Et vous pouvez constater qu'ils sont tout en bas de la chaîne. C'est vraiment un métier qui est très précaire. On vous le disait, c'est des gens qui travaillent chez eux. Il y a eu une vraie crise dans l'animation au Japon qui a été dénoncée déjà quelques années, parce que c'est des métiers qui tendent à disparaître. De moins en moins de jeunes au Japon veulent se lancer là-dedans à cause de ça. Et on nous dit qu'il faut s'arrêter maintenant. Non. Je tiens juste à préciser que c'est des revenus annuels. Pour les gens qui n'auraient pas vu, parce que... 8 640 € par mois, ça... Oui, sinon ça fait... je vais être animateur demain, c'est la fête. Non, c'est 8 460 € par an. Sachant que c'est une moyenne, parce que ceux qui sont connus, forcément, ils sont payés beaucoup plus. Voilà, donc si vous voulez devenir animateur au Japon, c'est une très bonne école. Vous allez apprendre 10 fois plus vite que si vous faites ça en France, mais c'est pas ça qui vous fera bien gagner votre vie. Et on va parler donc maintenant rapidement de la post-production quand même. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a les images? On va devoir rajouter tout ça. Les voix qui sont en général faites plutôt sur la fin. C'est quand l'épisode n'est pas tout à fait fini. Vous le savez, le doublage au Japon fonctionne pas du tout comme le doublage en France. Ils n'ont pas notre bande rythmo qui permet de bien caler la voix. Ils lisent leur texte sur des papiers en regardant un petit peu ce qui se passe à l'image. C'est vrai qu'on regarde des vieilles séries, les voix sont complètement décalées, mais c'est quelque chose qui a jamais vraiment choqué le public japonais. Ils ont toujours connu ça comme ça. Maintenant, grâce au numérique et au fait que ce soit traité par ordinateur, on arrive à recaler les choses correctement. Mais c'est un métier à part entière, c'est un vrai métier, il y a des stars, c'est pour ça d'ailleurs que dans le graphique vous voyez que les voix c'est ceux qui gagnent le plus, parce que là-bas c'est des gens dont c'est le métier à part entière et qui sont des vedettes. Juste pour l'anecdote, on considère qu'un épisode n'est pas trop en retard quand les seiyuu peuvent enregistrer sur une version qui est déjà colorisée. La musique qui a été un budget assez important au début de l'animation, tant
à être de plus en plus délaissée maintenant. C'est vrai que tout est fait en studio. Autrefois, c'était des vrais orchestres et les musiciens, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que la musique finit par être un peu comme en France, une bande sonore qui va meubler un petit peu le fond. Je suis un peu radical dans mon propos, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de grands compositeurs qui ont le temps et à qui on donne les moyens de travailler correctement sur une série télé. Il faut juste savoir que la musique sur une série, elle est entièrement créée en général au début de la série, et ensuite le réalisateur pioche dedans les musiques suivant ses besoins, contrairement au long métrage où la musique est réalisée complètement à la fin et est vraiment calée sur l'animation. Pour finir sur tout ce qui sont les génériques sont enregistrés bien avant qu'en fait ils soient dessinés. Et en fait, il y a une sorte de légende urbaine qui dit que s'il y a rarement des openings au premier épisode d'un anime, c'est tout simplement parce qu'ils sont pas terminés. Et c'est pas entièrement faux. Ou alors on n'a pas, la maison de disque n'a pas encore décidé l'artiste qu'ils allaient mettre dessus, parce que ça peut arriver aussi. Voilà, maintenant c'est vraiment devenu un élément promotionnel à part entière. C'est devenu un vrai un business. Les ventes de singles, comme je vous le disais tout à l'heure, les artistes, les maisons de disques, c'est devenu quelque chose. En gros, maintenant le générique est vendu à une maison de disques et ça va être une fenêtre pour promotionner un artiste. Donc on n'est plus du tout dans les années 70-80 où il y avait des chanteurs de générique, où le générique était repris en instrumental dans la série. Maintenant c'est devenu totalement autre chose. Et pour finir, la série va enfin être diffusée à la télévision. Faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, en fait à la diffusion, si la chaîne télé ne fait partie du comité de production, il faut acheter les créneaux à la télévision. C'est pas la télévision qui va dire ouais, j'ai un créneau de libre, j'ai envie d'acheter un animé. Pas du tout. Si la chaîne de télévision n'est pas dans le comité de production, il va falloir que le comité de production aille payer la chaîne pour pouvoir diffuser son anime. Le problème, c'est que les chaînes de télévision maintenant préfèrent miser sur des programmes de drama ou des jeux ou des talk-shows qui sont plus faciles, qui font plus facilement de l'audience et qui sont moins risqués sur les séries d'animation. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il y a de moins en moins de séries d'animation sur des grandes chaînes. Et on a de plus en plus de diffusion à l'international aussi avec le simulcast. Donc là, je vous invite à être là demain à 11h sur une table ronde Crunchyroll ou Wakanim justement sur le sujet. Le simulcast qui consiste à proposer une série en France en même temps que sa diffusion au Japon. Bon, vous verrez que c'est vraiment, on en parlera demain, mais c'est ça représente une goutte d'eau dans le budget de la production d'un animé, mais c'est pas pour autant qu'il faut court-circuiter ce circuit-là. Pour conclure, un petit schéma récapitulatif en fait, de tout ce qu'on vous a dit. Donc il va y avoir le comité de production qui va être formé du fabricant de produits dérivés, de la maison de disques, de la maison de production d'anime, de l'éditeur du support original, de la chaîne télé, qui va nommer un studio d'animation pour la réalisation, le studio d'animation qui va choisir des gens parmi qui sont disponibles ou qui ont envie de faire l'anime. L'anime va être réalisé en un certain temps, hein. On considère quand même qu'il faut 9 mois pour faire un anime de 13 épisodes. Et ensuite, l'anime va être diffusé semaine par semaine, majoritairement au Japon, maintenant un petit peu sur simulcast. Il faut voir qu'au Japon, le créneau qui est attribué, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Il n'y a pas de déprogrammation, enfin, sauf quelques cas exceptionnels. Voilà, une série qui est diffusée tous les lundis à 19h, elle va passer tous les lundis à 19h jusqu'à la fin. C'est pas comme en France où on passe une série, puis hop, on décide de rechanger, de la mettre un autre jour ou un autre horaire. Ils sont très très rigoureux là-dessus et c'est pour ça que, et ça c'est plutôt un avantage. On est désolé d'avoir un peu accéléré sur cette deuxième partie. Finalement, on se rend compte qu'on aurait eu besoin de 2 fois plus de temps. On avait énormément de choses à dire. Hein. En même temps, on ne nous a pas donné exactement le temps escompté pour la présentation, donc c'est plus à nous de nous excuser pour ça. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et donc, ne manquez pas, demain, il y a 2 heures de conférence de Katsuka qui va détailler le processus de production de l'animation. Il y a également la table ronde que tu Et demain matin, on parlera du simulcast avec Wakanim pour vous expliquer comment on fait pour diffuser 1 heure après la diffusion au Japon, ces séries en sous-titré français. Et pour accompagner Tsuka, on a Yann Legal, hein, qui est un artiste, quelqu'un qui a travaillé au Japon sur des séries comme No Game No Life et Moretsu Pirates, et qui pourra raconter du coup son expérience aussi, lui, pour quelqu'un qui a vraiment travaillé sur des animes japonais. Eh bien, très bien. Encore merci. Merci. Pour la prochaine conférence qui portera sur le studio Shaft, j'ai l'honneur de passer la main à Monsieur Audrey Azura.